Que peut faire la France ? La France qui a une politique étrangère, peut-elle agir seule alors que la situation a changé, alors qu'elle évolue maintenant dans un cadre européen ? Peut-elle mener donc une action isolée ? C'est une question qui va être posée. Alors pour introduire cette discussion, je vais prendre l'exemple récent de la volonté de la France de promouvoir un projet de résolution à l'ONU fixant les paramètres de la négociation entre Israéliens et Palestiniens. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Et dans cette résolution, il y avait un fait nouveau qui était d'imposer une date butoir de 18 mois. Donc c'était une résolution portée par le ministre des Affaires étrangères qui était assez ambitieuse et qui était assez nouvelle de par cette volonté de mettre une date butoir. Or, Paris a reculé. Paris n'a pas pu aller jusqu'au bout du dépôt de cette résolution telle que Laurent Fabius apparemment souhaitait le faire. Et finalement, la France va proposer une résolution qui est moins ambitieuse, qui est qualifiée par certains diplomates de pragmatique. Donc je pense que ça, c'est aussi un mot important lorsqu'on va parler d'agir seul, pragmatisme. Et donc, cette nouvelle résolution consiste à la mise en place d'un groupe de contact, donc quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. Donc il me semble que cet exemple de ce qu'a voulu faire la France et finalement de cette reculade sur cette présentation de cette résolution est assez significative et permet d'aborder le thème de la séance de cet après-midi. Est-ce que la France peut ou non agir seule ? Donc ça, c'est sur le terrain diplomatique. Et on voit actuellement que dans le domaine militaire, avec l'exemple syrien, dont je pense qu'il a déjà été beaucoup question, la question va aussi se poser, est-ce que la France peut ou non agir seule ? Alors pour aborder ces différents thèmes qui sont plus complexes les uns que les autres, je vais tout d'abord donner la parole à Monique Chevalier-Gendreau, qui est professeure émérite des universités en droit public et de sciences politiques, qui est auteure de nombreux ouvrages. Alors je vais citer le dernier, de la guerre à la communauté universelle entre droit et politique. Et donc, Madame la professeure va nous exposer d'un point de vue juridique, et je crois que c'est absolument essentiel, va nous faire part de ses réflexions sur le plan diplomatique, militaire, en insistant sur l'aspect militaire et humanitaire. Vous avez la parole, Madame, pour une quinzaine de minutes. Merci. Alors, nous sommes sur la question de l'action isolée, de l'hypothèse de l'action isolée de la France, laquelle se pose évidemment dans plusieurs domaines. Je ne vais pas parler du champ diplomatique qui a été largement évoqué ce matin, si ce n'est pour ajouter à ce qui a été dit les regrets que j'ai personnellement que la France tergiverse autant devant la reconnaissance unilatérale de la Palestine, action diplomatique qui est à la portée de sa main. Je ne m'étendrai pas non plus sur le domaine humanitaire, si ce n'est pour dire que la France a manqué, devant la crise des réfugiés, une occasion de montrer qu'elle avait une autre face que celle que déploie le Front National. Elle pouvait le faire par une politique de solidarité beaucoup plus ambitieuse que celle qu'elle mène. Elle avait tout à y gagner, y compris sur le plan économique. Mais surtout, comment ne pas voir que c'est en exprimant une empathie sincère envers tous ceux qui n'ont pas encore versé dans le fanatisme, que ce soit les réfugiés d'aujourd'hui ou les descendants de migrants d'hier, que l'on interrompra le cours des recrutements qui alimentent la spirale de la guerre. Là, on ne saurait trop regretter qu'il y ait pour le moment une occasion manquée, au moins en partie. Je vais centrer mon propos sur la question de l'intervention militaire, ce qui le situera en continuation de ce qui a été dit dans la table ronde précédente. Et je suppose que les organisateurs de cette journée m'y ont convié pour que je parle du cadre légal dans lequel il est possible d'intervenir. Mais la seule chose que je puisse faire à ce sujet, c'est de prononcer l'oraison funèbre, non pas de l'ONU en tant que telle, mais plutôt du mécanisme de sécurité collective qui en est le cœur. D'ailleurs, Bertrand Badi, plus diplomate que moi, a commencé cette oraison funèbre de manière feutrée. Comprenons-nous toutefois, l'ONU n'a pas été inutile sur bien des terrains. Celui de l'avancée de l'affirmation des droits, d'abord, où le travail a été considérable, celui des actions de ces institutions spécialisées, notamment celles qui agissent contre la pauvreté ou pour le développement, ou dans des domaines plus techniques. Toutefois, la raison d'être de l'ONU était d'abord, après que le monde ait traversé 2 guerres majeures, d'assurer la paix. En cela, elle a échoué, et qu'on ne vienne pas dire qu'elle a évité une 3e guerre mondiale. Celle qui se dessine sous nos yeux
ne prendra peut-être pas les contours d'une déflagration générale comme on en a connu, mais ce qui est commencé est bien une guerre en voie de généralisation, et les facteurs de retenue me semblent moins puissants que les facteurs d'emballement. Il est étrange de constater que les leçons ne sont pas tirées des interventions qui ont eu lieu en Afghanistan, en Irak, en Libye, ou même de celles menées au Mali. Pourtant, ces expériences démontrent un certain nombre de choses qui ont d'ailleurs été rappelées par les orateurs précédents. L'action militaire n'est jamais une solution en soi. Elle ne se justifie qu'en appoint à un autre objectif, encore faut-il le définir. La démocratie, dans les modalités qu'on lui connaît en Occident, n'est pas un modèle universalisable par les armes. Il est contradictoire d'affirmer rechercher la paix et d'engager les économies nationales dans la voie des industries militaires sur une grande échelle et de se donner ainsi pour marqueur des identités nationales d'être marchand d'armes. Aider un peuple qui cherche à faire tomber une dictature sanguinaire est légitime, mais suppose beaucoup de prudence pour que le résultat ne soit pas le chaos qu'ont fait Irak et Libye. Enfin, tout État intervenant militairement a besoin de se justifier légalement. Et dans ce domaine, il n'y a plus aujourd'hui que des manipulations du droit. De toute façon, agir seul signifie que l'on va le faire sur la base de l'intérêt national. C'est bien ce qu'avoue très clairement M. Le Drian lorsqu'il avance l'argument de la légitime défense en Syrie. On se place donc en dehors de la recherche d'un intérêt collectif. À ce jeu-là, Poutine, évidemment, est passé maître. Aussi, dans le court terme, pour avoir trop longtemps tergiversé, nous nous trouvons devant le pire des choix, celui entre des solutions qui sont toutes mauvaises. Il ne reste, mais c'est essentiel, et c'est de cela que je veux parler, qu'à se projeter dans un temps un peu plus long. Alors, ce que la France pourrait faire de mieux, et cela renouerait avec le meilleur de son histoire, ce serait de prendre l'initiative de reconstruire les mécanismes de sécurité collective qui ont failli. C'est indispensable car il faut, face à des interventions militaires unilatérales aux arrière-pensées variées, il faut qu'il y ait place pour une initiative ayant la légitimité d'être menée par une autorité reconnue. C'est ce qui avait été voulu avec l'ONU. Et il faut analyser pourquoi ces mécanismes ont échoué dès le moment même où ils ont été élaborés. Et il est nécessaire aussi d'en imaginer de mieux adaptés au monde d'aujourd'hui, qui n'est plus du tout le même que celui des débuts des Nations Unies. Alors, le mécanisme de sécurité collective imaginé par les Nations Unies comportait 3 piliers pour garantir la paix. Ils étaient issus de la sagesse éphémère qui a saisi le monde au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais il comportait aussi des germes de blocage dus au fait que l'organisation a pris acte, en 1945, de réalités qui étaient déjà dépassées, sans prévoir la possibilité d'adaptation au changement du monde. Et ces blocages, il y en a beaucoup, mais je mettrai l'accent sur 2 d'entre eux. Mais d'abord, quels étaient ces 3 piliers de la sagesse de la sécurité collective? Le premier, c'était l'interdiction faite aux États de recourir à la force armée, sauf cas de légitime défense. Cette dernière n'avait rien à voir avec celle évoquée de manière, à mes yeux, parfaitement abusive par notre ministre de la Défense pour justifier les frappes auxquelles la France se livre sur la Syrie. La légitime défense, telle que comprise dans la Charte, est une action armée qui répond à une autre action armée advenue et non hypothétique. Et la Cour internationale de justice a eu l'occasion, dans certaines affaires qu'elle a eu à juger, de préciser que le concept de légitime défense préventive était étranger au mécanisme légal admis par la Charte. La légitime défense en riposte à une agression échue n'est autorisée que pendant un temps très court, celui nécessaire pour que l'organe principal de l'ONU, chargé du maintien de la paix, le Conseil de sécurité, se réunisse. L'action en légitime défense ne peut en aucun cas s'inscrire dans la durée. Le second pilier de la sécurité collective, alors imaginé, c'était autour de l'action du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité doit d'abord qualifier la situation qui lui est soumise.
C'est très important. C'est même la base de tout règlement pacifique d'un différend. Il faut commencer par dire qui a tort, qui a raison, puisque les partenaires, les protagonistes, par définition, pensent avoir raison les uns et les autres. Donc le Conseil de sécurité doit qualifier, il va dire s'il s'agit, dans une situation donnée, d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression déjà caractérisé. Et lui seul peut qualifier. Ensuite, en fonction de cette qualification, il décide soit de mesures coercitives, soit de mesures militaires. Mais dans la charte, les mesures militaires étaient rendues possibles parce que les États devaient mettre par avance à la disposition du Conseil de sécurité des contingents armés. Ainsi, on dénationalisait l'intervention menée au nom de la sécurité collective. Comme vous le savez, l'article 43 de la Charte, qui prévoyait cette mise à disposition de contingents armés à travers des accords spéciaux que les États devaient passer entre eux, n'a jamais été appliqué. On a masqué cet échec par des manipulations du texte qui vont de l'invention des casques bleus, pendant toute la période de la guerre froide, à la délégation du droit de faire la guerre à un État ou à une coalition d'États, comme on a commencé à le faire dès la première guerre du Golfe en 1991. Même la résolution 698 que Bertrand Badi a citée tout à l'heure n'avait déjà rien à voir avec la sécurité collective. Dans la sécurité collective d'origine, et à travers tous les exemples qui ont été donnés avant moi, l'article 46 de la Charte prévoyait que le Conseil de sécurité, organe politique du maintien de la paix, restait chargé des opérations pendant toute la durée de ces opérations. Cet article dit ceci: les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état-major. Alors évidemment, cet article amène aujourd'hui un sourire que je trouve assez cynique sur les lèvres des hommes de pouvoir devant qui il est évoqué. Alors quant aux traités bilatéraux qui ont fait l'objet d'un échange très intéressant tout à l'heure à la table ronde précédente, moi je dirais que les traités bilatéraux d'alliance militaire ne changent rien au raisonnement sur la sécurité collective. Pour rester dans le cadre de la Charte, on peut venir en aide à celui qui est agressé si on a un traité d'alliance militaire avec lui, mais dans les conditions de la Charte. Quant au troisième pilier, qui lui aussi fait sourire bien des cyniques, et vous allez voir pourquoi, il consistait en une réglementation des armements. Elle était prévue par un très beau texte qui me touche, moi, qui m'émeut, plus qu'il ne m'inspire de sourire d'ironie. C'est l'article 26, afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationale, en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde. Le Conseil de sécurité est chargé, avec l'assistance du comité d'état-major, d'élaborer des plans qui seront soumis aux membres de l'organisation en vue d'établir un système de réglementation des armements. Vous avez bien entendu, il revenait aux membres du Conseil de sécurité, dont la France est membre permanent, d'organiser la réglementation des armements avec le minimum des ressources du monde. No comment. Alors, réactiver ce mécanisme dans ces trois piliers, voilà la belle initiative qui devrait venir de la France. Cela ne servira pas à régler la crise syrienne telle qu'elle se développe si dangereusement sous nos yeux. Mais cela montrera que le monde prend conscience de l'urgence qu'il y a à renouveler des mécanismes qui ont été engloutis. Seulement, on ne peut pas le faire sans passer par l'analyse des éléments qui, dans le texte d'origine, ont nourri les blocages du système. Le premier, il a été évoqué aussi tout à l'heure, est bien évidemment l'aberration que constitue le privilège accordé aux membres permanents. C'est un pur anachronisme. Vous savez que ce privilège est double. D'une part, ils forment une aristocratie dont le pouvoir n'est remis en cause par aucune procédure. Ils sont là, point. Sous le prétexte d'avoir été les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ils sont, pour employer une expression du langage courant, indéboulonnables. D'autre part, on a cru, de manière simpliste et totalement illusoire,
que l'alliance entre les 5 permanents qui les avaient unis pendant la guerre serait éternelle. De blocage en blocage, de veto en veto, et aveuglés par leur course aux armements, ces 5 puissances ont démoli le mécanisme de la charte. Alors, contrairement au serpent de mer qui ressort régulièrement sur la réforme du Conseil de sécurité, il ne faut pas augmenter le nombre des membres permanents. Il faut supprimer cette catégorie. Mais me dira-t-on, peut-être certains parmi vous, vous ne prenez pas en compte la puissance. Je réponds si. Je la prends en compte pour empêcher qu'elle nuise. De même que dans les sociétés internes, on a opposé le vote démocratique au vote censitaire parce que l'on savait que l'arme du vote égalitaire permettrait de compenser au moins un peu la puissance de l'argent ou des armes qu'un petit nombre détient, de même nous faut-il le poids des petites nations pour endiguer l'ivresse de puissance des plus grandes. D'ailleurs, c'est à l'Assemblée générale des Nations unies, où tous les États ont une voix, qu'ont été prises les recommandations les plus progressistes du droit international. C'est donc à une nuit du 4 août qu'il nous faut faire appel pour faire tomber les privilèges de la société internationale actuelle. Cela dit, il y a un second élément de blocage qui tient au fait que la charte a été écrite par des esprits peu prospectifs, entièrement dans la réalité dont ils sortaient, et pas du tout imaginant comment le monde allait évoluer. Ils ont pris acte de la souveraineté comme d'une notion absolue, conduisant à ne connaître que les États comme sujet du droit international. Mais pour les États mendiants, ou ceux qui sont entrés dans le chaos, et il y en a plusieurs aujourd'hui, quel est le sens du mot souveraineté ? De surcroît, on a ignoré à l'époque les peuples non reconnus comme États, et cette insuffisance a éclaté avec la crise de la décolonisation. Cette crise a été réglée par les Nations unies, qui ont joué un rôle assez positif. Toutefois, avec une certaine pauvreté d'imagination, on n'a rien su faire d'autre que de considérer les peuples libérés comme des États nouveaux. D'ailleurs, pas tous, puisque certains peuples ont raté cette marche dans leur histoire. Depuis l'histoire de la décolonisation, bien d'autres forces se manifestent dans le monde qui jouent un rôle positif ou négatif. Toutes les minorités au sein des États constitués d'abord, mais aussi les ONG de la société civile, les forces religieuses, les sociétés transnationales qui représentent les forces économiques et financières, sans compter toutes les forces dangereuses, les mafias, les groupes fanatiques, les terroristes, etc. Pendant que toutes ces forces se déploient, s'affrontent, tirent vers le mieux ou vers le pire, le débat diplomatique et juridique est irréel puisqu'il se poursuit seulement entre les États. Alors, on ne peut, en l'état actuel du texte de la Charte, réformer l'ONU. Ça a été rappelé tout à l'heure. Il y faut l'accord des 5 membres permanents. C'est vous dire que le mot « indéboulonnable » n'était pas utilisé sans réflexion. Donc, dans l'immédiat, on doit faire avec. Et c'est ce qu'on cherche par toutes sortes de bricolages. Mais en même temps, je suis convaincue qu'il faut déplacer le problème parce que la question est la suivante. Allons-nous attendre qu'une nouvelle déflagration, qui est déjà en cours, bien que plus sournoise que la Seconde Guerre mondiale, allons-nous attendre qu'elle emporte l'ONU, comme la SDN a été emportée avant elle? Ne faut-il pas prendre les devants et commencer à travailler à une nouvelle organisation qui nous représenterait, nous, englobés de gré ou de force, dans le même destin qui est celui de l'humanité? Ne faudrait-il pas que cette nouvelle organisation comporte un Conseil de la paix? Je trouve que le nom est plus séduisant que Conseil de sécurité. Un Conseil de la paix qui gérerait les 3 piliers de la sécurité collective que j'ai rappelé tout à l'heure, qu'il nous faut réanimer parce que ça, c'était le cœur bien pensé de la Charte, s'il n'y avait pas eu les blocages dont j'ai parlé après. Donc réanimer la sécurité collective parce que ces mécanismes ont été abandonnés ou détournés alors qu'ils sont nécessaires pour aller vers ce multilatéralisme organisé dont parlait Bertrand Badi. Mais il faut surmonter les blocages que j'ai signalés
Il faudrait donc que ce Conseil de la paix comprenne des États, certainement, mais élus par l'Assemblée générale pour une période déterminée sur un pied d'égalité entre eux. Et ce Conseil devrait, à mes yeux, mais d'autres que moi le proposent, comprendre à leur côté et avec voix délibérative quelques personnalités représentant les forces de l'esprit, pourrait-on dire. On peut imaginer des quantités d'idées, hein, les chefs des grandes religions, les prix Nobel de littérature, etc. Les idées ne manquent pas. Et enfin, il serait temps, mais ça aussi, c'est dans les projets de ceux qui travaillent là-dessus, il serait temps que l'Assemblée des États soit accompagnée d'un autre organe représentatif de ces autres forces que j'ai nommées à l'instant. L'exercice est difficile, mais il n'est pas impossible. Alors, voilà, engager la réflexion sur ces sujets. C'est la belle initiative que la France pourrait prendre. Peut-être pas forcément son gouvernement, parce qu'il donnerait l'impression de s'auto-flageller, mais peut-être par ces intellectuels qui pourraient mettre ce projet en avant. Alors, rêverie d'un promeneur bien solitaire, diront certains. Non, ceux qui disent cela aujourd'hui, ils s'appellent eux-mêmes des réalistes, qui prennent pour argent comptant, pour indépassable, d'abord les inégalités, ensuite les ventes d'armes et les conséquences de tout cela, c'est-à-dire les guerres. Et ce faisant, ils ne laissent pas la possibilité d'imaginer un monde différent. N'avons-nous pas le droit d'imaginer un monde différent et de le faire advenir? Celui que j'esquisse là doit advenir pour notre survie à tous, Européens comme moyen-orientaux ou autres humains. Et il adviendra, avant la catastrophe peut-être, ou alors après, sur les décombres qu'elle aura laissés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame, pour cet exposé extrêmement intéressant, stimulant. Et une question me vient tout de suite, c'est que vous appelez de ces vœux, de cette refonte, que la France pourrait prendre cette initiative. Mais est-ce que la France n'aurait pas intérêt à la prendre dans un cadre, mettons, européen, pour donner plus de poids? Est-ce que vous pensez que la France seule pourrait avoir la force et la capacité de porter un tel rêve qui pourrait devenir à ce moment-là réalité? Mais la force viendra de l'originalité même de l'idée. Vous imaginez, c'est à peu près, ça serait le même choc que De Gaulle disant en Algérie, je vous ai compris. C'est-à-dire un moment historique dans lequel un État porteur d'une puissance renoncerait à cette puissance singulière au profit d'un intérêt collectif projeté. Donc, je ne sais pas si ça peut être dans le cadre européen. Il n'y a que 2 membres permanents dans l'Union européenne et cette espèce d'élan. Mais encore une fois, je pense qu'il faudrait que le projet soit d'abord porté à une grande échelle par des intellectuels français, peut-être ensuite dans des cercles diplomatiques. Le gouvernement lui-même ne peut venir que si le projet prend corps un peu dans le débat public. Actuellement, ce n'est pas le cas. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce débat puisse prendre corps, justement? C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais le faire à une plus grande échelle. Bon, alors donc, IREMO, Orient 21, nous allons continuer à faire ce genre de réunion parce qu'apparemment, c'est vraiment un bien public français universel par la suite. Merci beaucoup, Madame. Alors, comme le temps passe très, très vite et que nous avons des échéances, je vais tout de suite demander à Isabelle Avran, qui est journaliste, historienne de l'histoire du Proche-Orient et plus particulièrement du conflit israélo-palestinien, qui est auteure de nombreux ouvrages sur ce sujet, dont Israël-Palestine, la paix est possible. Elle va aborder le sujet qui nous intéresse, mais sous l'angle du rôle de la société civile. Et donc, ça fait écho à ce que disait Claire Talon tout à l'heure lorsqu'elle parlait de la vivacité de ces sociétés civiles. Donc, ça me paraît tout à fait pertinent d'aborder justement cette question sous cet angle-là plus particulièrement. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Agnès. La France doit-elle, peut-elle, a-t-elle les moyens d'agir? Ça nous pose évidemment la question de savoir pourquoi, sur quoi, comment, avec qui, et ça nous pose la question également de son appartenance à l'Union européenne. Est-ce une contrainte? Est-ce au contraire un outil privilégié d'action diplomatique? Nous débattons ce matin, et depuis ce matin, ici au Sénat, de ces questions, mais j'aimerais, avant de
d'essayer de répondre à cette question, simplement relever au moins 2 éléments qui me semblent importants, qui sont des événements tragiques auxquels nous sommes confrontés en ce moment même et qui, me semble-t-il, mettent en évidence la nature de l'étroite dépendance entre la sécurité et la stabilité, puisque ce sont les termes officiels, mais plus globalement le sort des populations et des peuples d'Europe et du sud de la Méditerranée, c'est-à-dire en l'occurrence du Proche-Orient, et également les effets boomerang particulièrement déstabilisateurs de part et d'autre de la Méditerranée, des politiques qui s'y jouent. Alors de ce point de vue, je relève simplement 2 choses parmi tant d'autres. La première, c'est ce dont il a été un peu question ce matin, ce que l'Union européenne nomme depuis cet été la crise des réfugiés. C'est-à-dire l'afflux en Europe d'une infime partie des réfugiés, notamment syriens, que la Syrie elle-même d'ailleurs, du point de vue des déplacés, et que les États de la région accueillent par millions depuis maintenant plusieurs années. Au-delà de la question de l'accueil et du rôle que la France pourrait jouer en la matière et que Monique Chemillé-Gendron vient d'évoquer au début de son intervention, se pose aussi, me semble-t-il, la question des responsabilités spécifiques de l'Europe et ou de la France dans la situation actuelle. Et je voudrais simplement, de ce point de vue, retenir 2 éléments. D'une part, le fait que si, tout à l'heure, il a été dit que chaque situation est spécifique, et qu'effectivement, la responsabilité consiste à analyser la spécificité de chaque situation au fur et à mesure qu'elle se pose, il n'empêche que l'histoire nous lègue un certain nombre de leçons dont on ne peut faire l'impasse si on veut avoir un minimum d'efficacité et de respect de valeurs. De ce point de vue, ajouter aujourd'hui, sans perspective politique clairement définie, la guerre à la guerre, qui a été elle-même l'une des causes fondamentales des déstabilisations qu'on connaît aujourd'hui, semble quand même un élément d'impasse. Et l'autre élément d'impasse, me semble-t-il, c'est l'incapacité qui s'est manifestée et continue à se manifester de la part des États et aussi de la France de soutenir véritablement et concrètement les mouvements démocratiques tels qu'ils se sont manifestés dans les printemps arabes, et les aspirations populaires qui, au-delà même d'ailleurs des seuls droits humains dont il a été question tout à l'heure, sont évidemment des aspirations à la liberté, à la démocratie, à la justice, à l'arrêt de la prédation, de l'arbitraire, et aussi à la justice sociale. Cette impuissance, me semble-t-il, a contribué à la fois à la reprise en main par des régimes militaires à nouveau autoproclamés, remparts, et pas seulement auto d'ailleurs, remparts contre un nouvel ennemi commun qui serait l'islamisme, a contribué à la pérennisation de régimes tout à fait illégitimes par la force des armes et des bombes contre leur population, et également à l'écrasement des mouvements populaires ou de toute revendication de liberté et de diversité par les forces qui y ont été invitées et qui aujourd'hui sont des forces criminelles se revendiquant du djihad, et je pense évidemment à Daesh. Le deuxième événement qui me semble important à souligner en introduction encore, c'est la 70e Assemblée générale des Nations unies. Et ce qui s'y est joué, ou plutôt ce qui ne s'y est pas joué. Et je pense qu'il faut retenir au moins 4 choses. La première, bon, ça a été dit ce matin, le drapeau palestinien a été hissé à côté de 193 autres de manière complètement symbolique. C'est à nouveau une reconnaissance symbolique de ce qui est devenu, le 29 novembre 2012, un État de Palestine, et comme disait récemment Leïla Chaïd, pas un État palestinien, mais bien de Palestine, et un État non membre des Nations Unies, qui est, et je crois que c'est inédit, absolument inédit dans l'histoire, un État toujours sous occupation, et un État reconnu alors qu'il est sous blocus, sous occupation militaire, et avec les milliers de prisonniers politiques qu'on connaît, ce qui est là aussi inédit dans l'histoire d'une négociation. Deuxième élément de ce point de vue, c'est le discours du président Mahmoud Abbas, qui lance un appel à la reconnaissance par les États européens, qui ne l'ont pas encore fait, dont la France, de l'État de Palestine. Et je crois que cette question doit être prise au sérieux
non seulement parce que le temps et les générations passent et que le statu quo n'existe pas, c'est-à-dire que le temps qui passe est un élément de bouleversement considérable dans la région elle-même, et pas seulement du point de vue de la vie quotidienne. Et puis, il faisait également référence au refus d'être la seule partie à appliquer les accords dits d'Oslo lorsque l'État d'Israël ne le respecte pas. Et je crois qu'il faut prendre ça aussi en considération. Troisième élément à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est le discours de Benjamin Netanyahou. Au-delà de la théâtralité des 45 secondes de silence qu'il a joué, il me semble... Évidemment, on se souvient bien des discours qu'il a prononcés tant à la tribune des Nations unies d'ores et déjà qu'à celle des États-Unis, qu'il y soit invité ou non, à la fois sur le refus d'un État palestinien dans les contours du droit international, je ne reviens pas sur ces contours, mais également par rapport à l'Iran. Mais deux choses importantes ont été dites hier par Benjamin Netanyahou. La première concerne l'Iran, et il s'est dit d'une certaine manière prêt à une éventuelle intervention, nonobstant les déclarations, volontés, choix, orientations, résolutions des États membres des Nations Unies et des Nations Unies en tant que telles, si l'État d'Israël se sentait ou se disait en danger. Et puis la deuxième chose qu'il a dite concerne la Palestine. Il est prêt, dit-il, à une reprise sans condition de négociations, qui sont évidemment dans son langage des négociations directes, c'est-à-dire hors cadre, hors calendrier et hors contenu, dans un tête-à-tête parfaitement dissymétrique, dont on a vu les résultats et l'impasse ces plus de 20 dernières années, et qui sont en quelque sorte ce que d'ores et déjà Begin disait, rappelez-vous, lorsque les États-Unis avaient utilisé de pression sur Israël en jouant des garanties, en menaçant Israël à l'époque, en 92, de suspendre les garanties bancaires à Israël si Israël ne s'engageait pas à ce moment dans la négociation, ce qui avait abouti d'ailleurs lors des législatives de mai 92 à l'élection de Barak. Donc, et puis la deuxième chose qu'il a dite, ça concerne Jérusalem, et c'est de nouveau une volonté de confessionnalisation d'un conflit qui est un conflit politique. Ensuite, quatrième élément et non le moindre, c'est l'absence de référence, tout le monde l'a dit aujourd'hui, à la Palestine et au conflit, de la part des puissances, mais aussi de la part de la France, et je vais y revenir tout de suite. Parce que ça m'amène, toutes ces premières remarques, à poser, me semble-t-il, trois questions. Et je vais essayer d'aller vite. La première, la France et l'Europe entendent-elles ou non passer du rôle de payeur, depuis 20 ans de processus, dit processus de paix, au rôle de player, pour reprendre une expression de diplomate aussi bien palestinien qu'européen d'ailleurs, pour une véritable solution de paix. La deuxième question, c'est l'impunité peut-elle être une politique ? L'impunité peut-elle être une politique ? Et la question est double. La France, de même que l'Europe, continue-t-elle à imaginer possible la déconnexion entre les perspectives économiques et de relations économiques qu'elle se fixe et l'impasse de la situation politique ? Et puis la troisième question concerne le mouvement de solidarité, lequel est devenu une véritable force, et je dirais une partie des sociétés civiles qui sont devenues une véritable force et un paramètre de l'équation internationale, une véritable actrice de la scène internationale. Est-il destiné, ce mouvement de solidarité, à la seule criminalisation et à l'étiquette criminelle qu'on veut lui coller, ou bien est-il un appui décisif à une solution vers la paix, c'est-à-dire vers la mise en œuvre du droit international ? Ça m'amènera à une petite réflexion brève sur quand certains s'acharnent à dire inéluctable la guerre des civilisations, la société française est-elle quant à elle, condamnée à des lectures identitaristes de ce conflit, qui sont évidemment à la fois illusoires et mortelles, ou bien a-t-elle vocation, tout au contraire, à faire prévaloir le droit international, qui permette également dans nos sociétés de faire revivre la citoyenneté au détriment de lectures identitaires qui d'une certaine manière, tuent démocratie et citoyenneté. Alors la première chose, du rôle de payeur au rôle de player.
Je ne reviens pas sur l'histoire, évidemment, de la politique française, mais sans revenir sur ces questions ni sur les principes qu'on connaît tous et qui ont été énoncés depuis De Gaulle et par rapport auxquels il y a eu des allers et des retours je dirais, avec les 2 derniers mandats présidentiels. Sans revenir non plus sur le rôle d'accompagnement qui a été revendiqué depuis Madrid et puis depuis Oslo, nous assistons depuis 1 an à peu près à une espèce de changement de perspective concernant la négociation qui a été indiquée par Laurent Fabius. C'est un peu ce qu'Agnès Levallois disait tout à l'heure, si je peux dire. Les principes restent les mêmes, hein, la coexistence de 2 États comme base de la sécurité commune. La France a reconnu l'État de Palestine à l'UNESCO, a reconnu l'État non membre aux Nations Unies, etc. Mais la rupture, c'est que part d'un constat. Le constat de la vanité des négociations telles qu'elles se mènent depuis maintenant plus de 20 ans. Le constat de ce que la colonisation qui s'est accélérée et intensifiée avec un nombre de colons qui a doublé, mais au-delà de l'aspect quantitatif, il y a aussi l'aspect géographique qui empêche véritablement la constitution d'un État palestinien viable avec ses colonies présentes, que cette colonisation empêche donc la perspective de la coexistence de 2 États, et puis le fait que la violence, qui est en premier lieu la violence de l'occupation et la violence coloniale, crée des frustrations qui elles-mêmes engendrent une situation boule de neige, en spirale, de déstabilisation elle-même extrêmement profonde. L'idée est donc, et Laurent Fabius l'a dit le 28 novembre de l'année dernière avant le débat à l'Assemblée nationale, de changer, c'est ce que le mouvement de solidarité européen ne cessait de répéter depuis plusieurs années, de changer de méthode. Le cadre, les Nations Unies, le contenu de l'accord, c'est-à-dire que l'objectif est fixé en amont, c'est le droit international, même s'il n'est pas toujours répété que c'est bien cela le cadre, et un calendrier, ça a été dit tout à l'heure. Et puis la France s'apprête à reconnaître, si cela ne fonctionne pas, l'État palestinien, disait-il alors, sous 2 ans. Et je me permets une parenthèse pour rappeler qu'en 1999, ça a été dit ce matin, mais à Berlin, en mars 1999, les États européens avaient déjà indiqué leur disponibilité à reconnaître l'État palestinien. On était à ce moment le 26 mars, c'est-à-dire à peu près 1 mois et demi avant le 4 mai, qui était la date prévue pour la reconnaissance pleine et entière de l'État de Palestine, selon le retard déjà accumulé depuis le début des accords dits d'Oslo. En fait, l'Europe a ajouté « in due time », en temps voulu, le moment venu. Le temps voulu n'est jamais venu. Et notamment, à ce moment-là, sous l'effet d'une pression importante, qui était le fait qu'Israël était en phase d'élections législatives anticipées le même jour, le même 4 mai, et que, du coup, on a demandé aux Palestiniens d'avoir l'intelligence politique, d'attendre encore quelques mois, et en fait, vraisemblablement quelques générations. La proposition... je me permettrai de rappeler quand même que la demande de reconnaissance de l'État de Palestine a été formulée et par l'Assemblée nationale et par le Sénat le 2 décembre, et puis quelques jours après, ici, dans cette enceinte au Sénat, mais de la même façon par un certain nombre de parlements des États membres de l'Union européenne, des 28. La proposition a un peu évolué. François Delattre à l'ONU le 10 septembre dernier, c'est le représentant permanent de la France à l'ONU, le 10 septembre, c'est pas vieux, hein, a fait la proposition, enfin ou plus exactement a souligné que la France proposait qu'il y ait 2 piliers. D'abord un engagement de la communauté internationale et ensuite un cadre pour ces négociations. Annonçant très explicitement, hein, ce n'est pas une lecture a posteriori, annonçant de manière explicite que la 70e Assemblée générale des Nations unies devrait marquer le lancement de ce premier pilier avec la mise en place d'un groupe international. On peut s'étonner, alors on ne s'étonnera pas que le résultat n'ait pas été au rendez-vous de la 70e Assemblée générale des Nations unies. On peut en revanche s'étonner, et plus que s'étonner, s'inquiéter, que la France n'ait même pas évoqué non seulement cette proposition d'initiative, mais même le nom d'État palestinien. Alors, ma deuxième question concerne ce que je disais tout à l'heure sur l'impunité. L'impunité peut-elle faire politique au nom d'un équilibre d'amitié entre 2 États
Israël et l'État de Palestine occupé, qui est une amitié qui permettrait d'intervenir auprès des deux et finalement d'obtenir des résultats dont on ne voit toujours pas le début. En fait, Richard Goldstone l'avait déjà énoncé en 2009 à l'issue de l'enquête des Nations Unies qui mettait en lumière, de l'enquête sur la guerre contre l'offensive militaire meurtrière, celle de 2008-2009, il y en a eu beaucoup d'autres depuis, contre la population de Gaza, et il mettait en lumière l'impunité comme facteur de pérennisation du conflit. Et je crois que c'est extrêmement important. Le tribunal Russell pour la Palestine, lancé par la société civile, a réitéré cette mise en évidence, enfin cette démonstration. Et il me semble qu'il est important de rappeler que, alors que l'idée de sanction ou de pression est taboue ici et non pas ailleurs, l'impunité est un véritable facteur de pérennité des conflits. Alors, je me permets, là encore, une petite parenthèse pour citer un ami malheureusement trop tôt disparu, un diplomate palestinien que beaucoup d'entre vous ont sans doute connu, c'est Ilan Halevi, qui rappelait ce que disaient d'autres diplomates, eux, américains. Il nous faisait souvent remarquer qu'une partie de l'administration américaine se vantait d'utiliser contre les uns le bâton, ou la menace de bâton, mais plus souvent le bâton que la menace, et contre Israël, la promesse d'une plus grande carotte en cas de réduction partielle des violations du droit international. Et c'est bien, me semble-t-il, dans cette situation que nous continuons à nous situer aujourd'hui. Alors, ensuite, il faut effectivement sortir de cette impunité, mais comment, si sanctions et pressions sont tabous? L'Europe, pourtant, a des moyens d'intervention de ce point de vue-là, et la France elle-même. Nous sommes en phase de développement accru des coopérations tous azimuts avec l'État d'Israël, par exemple. Je pense naturellement aux coopérations économiques, technologiques, scientifiques, mais aussi de facto ou par l'intermédiaire de coopérations technologiques et commerciales, de coopérations militaires, notamment sur la question des drones et de l'achat de drones, et de coopération dans la recherche sur ces questions. Alors, c'est vrai de l'accord d'association issu d'un processus de Barcelone dont les objectifs sont passés depuis belle lurette à la trappe. C'est vrai de la politique européenne de voisinage qui accentue les orientations de la multiplicité de ces accords d'association. Et dont je rappelle quand même que Bernard Kouchner, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères du gouvernement français, lors du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, souhaitait les rehausser. C'est tout le débat sur l'upgrading, en essayant de contourner d'ailleurs les votes qui avaient été pris par les parlementaires européens eux-mêmes. C'est la mise en place d'Horizon 21, qui est un programme encore beaucoup plus large de recherche et de développement technologique et scientifique euro-israélien, c'est-à-dire européen, avec l'introduction d'Israël comme État, alors pour le coup non membre, mais avec tous les droits qui vont de pair, avec tous les droits d'un État européen, au programme extrêmement doté d'Horizon 21, mais ce n'est pas le cas que de l'Europe et des initiatives que la France pourrait prendre en Europe. C'est vrai de la France elle-même. Je me permets de rappeler qu'à la faveur du dernier remaniement ministériel, le ministère des Affaires étrangères est devenu ministère des Affaires étrangères et du Développement économique. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Et c'est l'une des préoccupations aujourd'hui de la diplomatie française, le commerce international, la réduction des déficits par le commerce international, indépendamment des valeurs qu'on est censé ou non défendre et du droit international que la diplomatie française se targue pourtant de vouloir défendre. Parmi les partenaires privilégiés, il y a Israël. Au nom de valeurs dites communes, on aimerait entendre lesquelles de manière plus précise, quand on connaît la situation en Palestine occupée. Et puis parce qu'Israël est considéré comme un pays start-up avec lequel la France doit faire du commerce et de la coopération scientifique pour également être un pays start-up. Le commerce ne cesse de se développer depuis 2000, je vous passe les chiffres. En revanche, le dernier voyage d'Emmanuel Macron en Israël, et je vous passe aussi le fait que la France est le 4e partenaire israélien en matière scientifique et de développement de coopération technologique. Le dernier voyage d'Emmanuel Macron, ministre plénipotentiaire, pardon, c'est une erreur, du 6 au 8 septembre dernier,
en Israël s'est accompagné de 300 entreprises françaises dites innovantes, avec à la fois des PME, mais surtout des grands groupes, dont Alcatel, Bolloré, Ariane Espace, Bouygues Télécom, etc. Et qu'une série de partenariats ont été mis en place, y compris un partenariat entre l'école polytechnique et Technion. Donc, voilà ce que préfère aujourd'hui faire la France, plutôt que de saisir avec la partie palestinienne la Cour pénale internationale. Alors, troisième point, et je vais essayer de faire très vite maintenant, finalement, n'est-ce pas une chance pour le droit international et donc pour la paix et pour les relations Nord-Sud, y compris pour l'avenir des relations entre les sociétés, que les sociétés civiles européennes et singulièrement françaises aient répondu à l'appel lancé il y a un peu plus de 10 ans par la société civile palestinienne et également un certain nombre d'organisations israéliennes de défense du droit international et anticolonial, autour d'un socle commun qui est la défense du droit international, d'une campagne qui s'appelle BDS et qui n'est pas simplement le boycott dont il a été question ce matin, mais bien une campagne qui allie à ce boycott, quelles qu'en soient les formes d'ailleurs, le D et le S, du désinvestissement et des sanctions. N'est-ce pas une chance que la France pourrait saisir pour reconstruire des ponts et des liens avec les sociétés du Sud en faisant prévaloir prioritairement le droit international? Alors, je passe sur les contenus, mais je pense quand même qu'il faut rappeler qu'un certain nombre de... Ce n'est pas une idée totalement farfelue. Et un certain nombre de fonds de pension, de banques, que ce soit en Norvège, aux Pays-Bas, en Allemagne, ou même Veolia en France, après un très long combat, notamment sur le tramway de Jérusalem, dont Monique Cheminier-Gendreau pourrait longuement parler, je pense, tous ceux-ci se sont dégagés et même Orange pour 2017, de la coopération avec des entreprises israéliennes qui travaillent, à tout le moins, celles qui travaillent dans les colonies, dans le territoire occupé palestinien, c'est-à-dire dans la Palestine occupée, y inclut évidemment Jérusalem-Est. Ça correspond naturellement aux lignes directrices qui ont été adoptées en Europe en juillet 2013 et qui sont mises en œuvre depuis janvier 2014, indiquant effectivement qui bénéficie et qui ne bénéficie pas des privilèges des accords d'association, sans pour autant interdire le commerce avec les produits des colonies illégales. Mais le mouvement de solidarité lui-même est victime de la circulaire Alliot-Marie de 2010. Je pense qu'il faut en dire un mot. Cette circulaire de 2010, qui est une circulaire de Mme Alliot-Marie lorsqu'elle était garde des Sceaux, adressée au parquet et demandant de sanctionner tous les citoyens porteurs de la démarche BDS au prétexte que ce serait une démarche non pas de la société civile pour défendre le droit international et lutter contre l'impunité, mais une démarche proprement antisémite au nom de laquelle il faudrait qu'ils soient punis. Un certain nombre de procès ont déjà eu lieu, fort heureusement, qui pour le moment ont été gagnés par les citoyens en question, mais l'actuel garde des Sceaux, malheureusement, n'a toujours pas retiré cette circulaire et je pense qu'elle serait bien inspirée de le faire. Donc en conclusion, vraiment, je conclus. Après les attentats meurtriers contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie cachère au mois de janvier, certains ont voulu voir dans la grande manifestation du 11 janvier, dans l'immense manifestation du 11 janvier, une marche contre l'islamisme. Et d'ailleurs, le discours de Benyamin Netanyahou, qui s'est invité tout seul à Paris pour se présenter dans le camp des démocraties, visait à engager dans son sillage et dans sa croisade l'ensemble de ces démocraties. D'autres, au contraire, que je me permets de croire plus nombreux, ont plaidé pour que le triptyque républicain de liberté, égalité, fraternité soit au cœur du sens de cette manifestation et de la citoyenneté fondée sur le droit international et l'égalité des droits. Je pense que laisser pourrir aujourd'hui le conflit israélo-palestinien en considérant qu'il ne serait que secondaire et que le statu quo peut se maintenir encore quelques générations, refuser là de faire prévaloir le droit international, c'est à terme prendre le risque, non pas seulement d'un deux poids deux mesures, mais de l'autoréalisation de la prophétie de la guerre de civilisation, et que ce serait également laisser dans la société française la première lecture de ces manifestations du 11 janvier l'emporter sur la seconde. Et ce serait aussi laisser les identités prendre le pas sur la citoyenneté. La paix au Proche-Orient n'est certainement pas une garantie de la paix régionale, mais en tous les cas une condition incontournable de cette paix régionale. Et il nous appartient, je crois, de faire valoir auprès des instances françaises l'immense champ de possibilités
qui sont les siennes pour intervenir et que le droit prévale enfin. Merci beaucoup Isabelle. Et en fait, les deux présentations se rejoignent sur ce que pourrait faire la France dans ce domaine de respect de ce droit international et de comment faire en sorte que la France puisse retrouver un rôle beaucoup plus important que celui qu'elle a aujourd'hui. Et alors, on va faire maintenant une transition avec la dernière intervention qui est celle de Anis Nacrour, qui est un diplomate français, mais qui est également chef de la délégation de l'Union européenne à Damas et qui va donc est très bien placé, si je puis dire, pour nous parler de la situation actuelle, de savoir ce que peut faire la France. Là, ça va faire écho aussi avec ce dont parlait tout à l'heure Monique Juvillier-Gendreau sur la justification avancée par le ministre de la Défense français, en tous les cas, de ces frappes en Syrie, légitime défense ou non. Donc, comment la France peut agir dans ce domaine? Quelle est, vous, votre analyse de cette situation? Alors, avec une petite contrainte quand même que vous avez, puisque vous êtes là pour vous exprimer, mais vous êtes quand même en fonction d'un point de vue officiel. Donc, je crois que vous allez réussir à contourner cette difficulté qui est de parler sans langue de bois, mais tout en respectant quand même un cadre qui vous s'impose à vous. Merci de cette introduction et merci surtout à professeur Juvillier-Gendreau et à Isabelle Avrand d'avoir parlé avec autant de passion. Je ne veux pas parler avec une langue de bois, mais vous savez que la passion n'est pas nécessairement très bonne inspiratrice pour les diplomates. On peut être passionné par le sujet que l'on a, mais il est rare qu'on se exprime avec passion. Je voudrais revenir, parce que ce matin, Yves Aubin de la Messusière a très gentiment mentionné le projet de port à Gaza comme étant quelque chose qui était porté par Tony Blair. Et il a dit que j'avais été dans son équipe pour simplement fermer la boucle sur cette fameuse résolution qu'a présentée la France, mais qui a été retoquée pour qu'il y ait un deadline sur les négociations pour l'État palestinien et la reconnaissance de l'État palestinien. Les deadlines, ce n'est pas une première fois. Et hélas, avec la question palestinienne que j'ai suivie de très près pendant de nombreuses années et à deux reprises, les deadlines sont souvent pas respectés, pour ne pas dire toujours pas respecté. Et j'ai en mémoire le deadline qui avait été fixé par le président Bush en novembre 2007. C'était à la conférence d'Annapolis pour les donateurs. C'était déjà à l'époque Tony Blair qui était représentant du quartet. Et il avait dit, avant la fin de mon mandat, on reconnaîtra l'État palestinien. C'était 2008. Eh ben, vous voyez, il y a 7 ans que c'est passé. Donc remettre des deadlines encore, c'est pas une originalité, c'est pas une nouveauté, et c'est même plus un effet levier de pression pour que les choses avancent. Donc ça, c'est la première remarque sur la Palestine. Deuxième remarque sur la Palestine, j'ai encore en mémoire le premier discours qu'a fait M. Mitterrand en 81 à la Knesset, où pour la première fois, il a parlé de la nécessité de reconnaître le peuple palestinien. Aller à la Knesset et le dire, c'était l'époque où la France avait une voix, avait un poids, et elle marquait les différences, elle faisait bouger les lignes. Donc c'était possible de le faire, et donc c'est un peu sur ces voies-là qu'il faut continuer. Il faut revenir sur ces voies-là où on inspire des choses. Déjà avant ça, il y avait la déclaration de Venise, et même si c'est difficile aujourd'hui, plus difficile à 28, la déclaration de Berlin sur la Palestine montre aussi que c'est possible. C'est plus difficile, il faut être persévérant, mais il faut venir avec des idées nouvelles, il faut toujours être créatif, et je m'honore d'appartenir à cette diplomatie française parce que vraiment on a la capacité d'être créatif et de sortir des clous de temps en temps et de pouvoir essayer de faire avancer les choses. Ça, c'est donc maintenant pour tourner la page sur la question palestinienne. Mais je voudrais revenir sur une remarque de professeur Juvillier-Gendreau dans laquelle elle dit que sur les crises actuelles, il faut nous projeter dans le temps long. En toute honnêteté, je reviens à Damas la semaine prochaine. Je pense que c'est un luxe qu'on n'a plus. Le temps long, c'est aujourd'hui une capacité de réfléchir à long terme, alors que les crises multiples sont à nos portes. Moi, quand je traverse la frontière, que je rentre de Damas, je vois les camps de réfugiés. Pour moi, c'est pas abstrait. Et quand il y a des attentats à Damas, il y a des morts. C'est des choses qui sont au quotidien, qu'on voit, qui sont palpables. Le temps long, c'est un peu presque quelque chose que le contexte actuel ne nous accorde plus. Ce que je réalise, c'est
10-15 dernières années, c'est l'accélération de l'histoire, le télescopage des crises, leur imbrication, mais surtout aussi leur effet. Est-ce que c'est la globalisation, est-ce que c'est les médias, est-ce que c'est autre chose, mais leur impact direct dans la vie quotidienne des Français, de ce qu'on est censé représenter, et aussi dans la façon dont on gère la gestion de ces crises. Et donc des contraintes qui font que la marge de manœuvre que les décideurs ont devient de plus en plus, je dirais, immédiate. Il faut réagir, il faut essayer de penser et communiquer des solutions, alors qu'en réalité, on n'a pas tout à fait tous les outils pour les analyser. Donc, là, je pense que la table ronde qui a précédé sur l'idée d'intervenir ou pas, la réponse était implicitement non. Agir, oui, agir absolument. Continuer d'agir collectivement, ne pas agir seul. Parce que seul, automatiquement, on est maintenant dans le commandement intégré de l'OTAN, on ne l'a pas mentionné, comme par hasard. Or, c'est un changement radical de notre posture sur la scène internationale. Notre engagement européen, on est parmi les fondateurs, on est encore écouté à l'Union européenne, mais il faut prendre sa canne et son chapeau et aller frapper aux portes, même des petits États membres, parce que c'est ensemble que ça compte. Et aujourd'hui, tout seul, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose sans l'aval à la fois des États membres et aussi d'États arabes. On avait une politique arabe de la France, on a encore un capital qu'il faut utiliser, qu'il faut mobiliser de nouveau vis-à-vis des pays en développement, les pays émergents, les pays africains. On a encore ce rôle à faire et je dirais être beaucoup plus proactif, beaucoup plus engagé, tout en sachant que c'est des défenses de principes qui sont les nôtres depuis toujours, et qui doivent être défendus avec un peu plus de, j'allais dire de hargne, c'est pas un mot politique, mais beaucoup plus de volontarisme, d'aller un peu dans ce sens. Et les intervenants ce matin ont mentionné les discours de M. Poutine, les discours de M. Obama et de M. Hollande. Évidemment, personne n'a mentionné M. Tusk, qui est le représentant de l'Union européenne, qui a malgré tout fait un discours. Et donc, si vous me permettez, je ne vais pas vous faire preuve de montrer un peu mon anglais, mais je vais essayer de vous traduire au pied levé deux petites phrases que j'extrais de son discours et qui ont référence à la Syrie, puisque c'est la crise la plus importante que traverse l'Europe aujourd'hui, non pas la gestion de la crise syrienne, mais la gestion des conséquences de la crise syrienne parmi les États membres, dans laquelle il dit « Aujourd'hui, le cercle de ceux qui défendent l'idée que Bachar el-Assad pourrait être une partie de la transition, ce cercle-là est en train de s'élargir. » Deuxième phrase que je veux reprendre, le seul objectif et intention, la recherche de paix en Syrie doit être faite dans le cadre des Nations Unies et faire en sorte de permettre au peuple syrien de recommencer leur vie normale. En disant ça, lui, je le cite lui, et c'est ce message, et ce message seul, qui est cohérent avec les valeurs de la communauté internationale et de l'Union européenne. Donc ne vous attendez pas à ce que l'Union européenne vienne intervenir sur le plan politique. La division des tâches, je suis en Syrie depuis 4 ans. La mission que j'avais lorsque Kofi Annan était là, c'était de le soutenir, de l'aider, de faire ce qu'on pouvait pour lui. Ça n'a pas réussi. On a fait la même chose avec M. Brahimi, qu'on a soutenu, on a aidé, ça n'a pas abouti, et on est en train de faire la même chose avec de Mistura. Donc il faut bien se mettre en tête que ça ne sert à rien de demander à l'Union européenne, c'est le bouc émissaire facile, c'est la faute de l'Union européenne. Or, l'Union européenne peut faire des choses quand elle est unie, l'Union européenne ne peut pas faire des choses quand elle est divisée. Et c'est la même chose pour le Conseil de sécurité. Toute organisation internationale ne peut pas fonctionner quand les États membres ne peuvent pas s'unir autour d'un thème ou une façon de fonctionner. Donc je reviens aujourd'hui pour la crise syrienne. La seule chose que nous pouvons faire, c'est évidemment essayer de faire en sorte que cette crise des migrants soit un peu mieux gérée au niveau des États membres, que notre soutien aux organismes des Nations Unies qui eux-mêmes sont sur le terrain, que ce soit l'UNHCR, le Comité des réfugiés ou les autres agences des Nations Unies, puissent aider à faire en sorte que les conditions de vie des réfugiés qui sont aujourd'hui en Syrie, soit des déplacés, soit en Jordanie, soit en Turquie, soit au Liban, puissent être meilleures pour faire en sorte que ce flux ne continue pas à se déverser sur nos rivages. Mais il n'en demeure pas moins que la France a un rôle à jouer parce que justement au sein de l'Union européenne, sa parole a un poids, ses initiatives sont prises en considération, mais je pense que c'est peut-être probablement plus
juste là-dessus qu'il faut investir. L'Union européenne, le professeur a dit que ce n'était pas membre du Conseil de sécurité. C'est vrai qu'il n'y en a que 2 membres permanents, mais il y a régulièrement 1 ou 2 membres non permanents qui y participent aussi. Mais c'est véritablement l'idée de servir de boîte à outils, de laboratoire d'idées, parce qu'on est en attente de ça. Et pour le moment, je ne le vois pas venir, et par les États membres, parce qu'ils sont tous le nez sur le guidon à gérer des problèmes immédiats. Or, en réalité, c'est un problème qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, c'est un problème à long terme. La gestion de l'État islamique, avec frappé ou pas, est-ce que les Russes vont être partie prenante de la solution? Il faut essayer de réfléchir différemment que ce qu'on a fait auparavant. Les outils qu'on a mis en place, les sanctions, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment on peut faire collectivement? Je pense que c'est surtout là-dessus. Il faut commencer à réfléchir à une nouvelle stratégie, parce que ça devient de plus en plus urgent. Moi, je vais être bref. Je voulais vous dire à titre anecdotique qu'en m'asseyant ici, j'ai trouvé un petit mot, encore 5 minutes, désolé. C'était le petit mot qu'avait passé Christian Juret à mon prédécesseur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la Syrie. Mais d'un autre côté, c'est véritablement dommage que l'on prenne l'angle d'attaque de tous les bouleversements qui sont en train de se passer dans la région par la crise syrienne, et qu'on les prenne parce qu'on a pris conscience des effets de la crise de la migration sur nos sociétés, à court terme et à long terme. Merci. Mais pour prolonger peut-être la discussion avec vous, Anis, qu'aurait pu faire ou que devrait faire l'Union européenne, puisque vous dites qu'aujourd'hui toute la stratégie passe par la question syrienne et que ça, effectivement, c'est très, très dommage. Mais que pourrait-on faire et que pourrait faire l'Union européenne? Est-ce qu'elle est outillée pour pouvoir travailler et ne pas simplement être focalisée aujourd'hui sur cette question, parce que la question syrienne, à cause des migrants, parce que finalement la question syrienne jusque-là, l'Union européenne s'en occupait pratiquement pas. Elle s'en occupait, mais directement, elle s'en occupait sous l'aspect humanitaire. On est parmi les principaux donateurs aux organisations des Nations Unies. On s'occupe de la Syrie sous véritablement l'aspect de la gestion des conséquences de la crise, mais pas de la crise elle-même, mais parce que la crise elle-même n'est pas du mandat. Madame Mogherini l'a dit récemment, et l'a vu M. de Mistura, le dernier envoyé spécial des Nations Unies. C'est lui qui met un plan en place. Nous, on peut aider à le mettre en place, on peut aider à ce qu'il réussisse, mais nous-mêmes, nous n'allons pas venir avec une proposition parce que ce n'est pas notre mandat. Et ce que je disais un peu plus tôt, c'est le fait qu'on soit divisé. Et c'est là, la France a un rôle à jouer, parce que la ligne qui était celle de certains États membres, et là encore je vais revenir sur un certain nombre, à des moments de l'histoire où la France a joué un rôle très déterminant au sein de l'Union européenne. Souvenez-vous, 2005, après l'assassinat de M. Hariri, les États membres ont cessé tout contact avec le régime syrien. M. Sarkozy a décidé de changer de cap. Comme un seul homme, toute l'Union européenne l'a suivi. Donc ça veut dire qu'on a véritablement un levier, mais il faut qu'on pense exactement comment l'utiliser pour faire en sorte de trouver une solution, parce qu'il y a une attente de la France au sein de l'Union européenne pour qu'on essaie de trouver une solution aux problèmes auxquels tous les États membres sont confrontés. Alors, je voudrais vous poser une question, madame, et aussi à Isabelle, puisque Anis a parlé de la question du temps long, qu'on ne peut pas se permettre de ce temps long. Et je pense que ça pose quand même une vraie question. Comment agir si on n'est jamais dans la perspective de ce temps long, même si, et je le comprends parfaitement, il y a des exigences et il y a des sujets qui méritent d'être traités immédiatement. Vous, madame, qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion et qu'est-ce qu'on peut dire de cette gestion, si je puis dire, de ce temps long et des nécessités qui sont immédiates et qu'il faut gérer? On ne peut pas concevoir les deux choses comme incompatibles. Bien entendu, il y a ceux qui sont sur le temps court et doivent gérer les crises, et bien entendu, on ne peut que les respecter et essayer de les aider. Mais si on ne fait que gérer les crises, alors on écope un bateau qui prend l'eau jusqu'au moment où il coule. Donc, il est indispensable de faire les deux démarches en même temps. Ce n'est pas forcément les mêmes acteurs à l'intérieur d'une communauté politique, mais il faut qu'en tout cas, les acteurs qui gèrent le temps court et le temps long se connectent un peu, parlent ensemble, pour que les deux pensées soient adaptées l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure des catastrophes du temps court pour repenser le temps long. Et est-ce que l'Union européenne le fait, ça ?
Vous avez mentionné tout à l'heure en disant que c'est peut-être pas nécessairement ceux qui ont le pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir, qui vont faire ça, que c'était les intellectuels. Et me vient en souvenir lorsqu'il y a eu les Boat People au Vietnam et que c'était M. Glucksmann et Sartre qui sont allés voir M. Mitterrand et qu'on a fait quelque chose. Vous voyez, en ce moment, vraiment, le paysage intellectuel français est un peu atone vis-à-vis de cette crise-là. Pas seulement la crise syrienne, je dirais tout ce qui est en train de se profiler devant nous. C'est un peu comme si on s'interdisait de réfléchir librement à la façon dont on pourrait aborder ces questions. C'est un peu l'impression que j'ai de l'extérieur. Peut-être deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on ne peut pas penser le temps court et l'urgence sans donner une perspective. C'est-à-dire que sinon, effectivement, on aura une succession de crises dont il faut savoir que sur la durée, elles ne sont pas simplement une somme, mais qu'elles modifient la donne. Elles modifient au fur et à mesure les perceptions des populations, les frustrations des uns et des autres. Et évidemment, la crise à un temps T ne sera plus la même à un temps T plus quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que l'exigence du temps que l'on formule aux uns ou aux autres selon les intérêts du moment ne sont pas les mêmes. Là où on dit urgence est né sur le guidon dans un certain nombre de crises, parce qu'effectivement, cela se pose en ces termes, à d'autres, et je pense évidemment au peuple palestinien, on lui dit plus tard. Donc l'usage du temps et du moment n'est pas forcément le même selon les acteurs et les partenaires à qui on s'adresse et selon les crises qu'on croit ne pas avoir à porter pour contribuer à des solutions ou non. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut effectivement savoir articuler les deux. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions.